parce qu'il y a eu une équipe de campagne ici qui a œuvré, qui fait que vous êtes ce soir ici. Merci à tous ceux qui, dans cette longue histoire, m'ont aidé. Je pense à ma soeur, à mon beau-frère, qui sont présents, je pense à un certain nombre d'amis, je pense à des présidents d'associations comme Noël Stassinet, que je salue ici, président, mais tu vas prendre la parole tout à l'heure pour expliquer ce que tu vas faire en 3 minutes. Je pense à Tam Gigi, comme je le dis, Mme Herbreton, avec les brigands du Bocage, je pense au MEN, à un certain nombre d'associations, Schwann, vendéennes, qui ont œuvré pour lutter contre le mémoricide. La Vendée, et dernier remerciement à Dominique Souchet pour ton courage. En tant que député, tu nous racontais tout à l'heure à table que ça a été le dernier geste que tu as commis au sein de l'Assemblée nationale du 3e dépôt de proposition de loi pour la reconnaissance du génocide de Vendéens. Et là, ça mérite un énorme applaudissement. Philippe, je suis extrêmement ému que nous fassions ensemble cette conférence ce soir. Je suis ému en tant qu'universitaire parce que je sais le poids des mots et je sais aussi reconnaître le talent. Je suis docteur tout de même, de pas 400 pas en plus. Donc je sais ce qu'est le mot, je sais ce qu'est l'intelligence des mots. J'ai assisté maintes fois à ton spectacle du Puy du Fou. J'en ai là-bas des centaines, des milliers de personnes. À chaque fois que les gens sont sortis de ce spectacle, ils ont été bouleversés, au sens physique et intellectuel, sous l'angle de la Vendée, mais sous l'angle de l'homme, sous l'angle du marin. Mais pas du marin franco-français, du marin brito-français, je dirais presque brito-américano-français. De ce marin qui s'ancre dans cette marine colossale du XVIIIe siècle, première marine au monde. Celui-ci, ce que l'on présente comme le roi, comme un roi débile, c'est un homme d'une intelligence remarquable et qui a compris, avec l'intelligence du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, l'enjeu de la mer. C'est parce que nous avons perdu la bataille de la mer, notamment avec Trafalgar, que nous sommes rentrés dans cette paupérisation qui est la nôtre de nos jours. C'est exactement l'inverse qu'ont fait les Anglais. Et il y a un passage que j'ai beaucoup aimé, je l'ai dit au téléphone, dans ton livre, parce que ça m'a fait penser à ce qu'a écrit l'impératrice Zita, à la chute de l'Empire, lorsque l'empereur d'Autriche-Hongrie se retrouve tout seul dans son palais, dans un monde qui n'est plus le monde avec un grand L, dans un monde nouveau, mais qu'il ne comprend pas, et qu'il ne comprend pas parce qu'il n'incarne plus rien. J'étais fasciné par ces quelques pages du débarquement de Charette à Brest, où il sort d'une France millénaire, ancrée, enracinée, organisée, orchestrée, etc., et qui rentre dans un monde qui le fracasse et qui va s'auto-fracasser avec, par la suite, la terreur. Ton livre s'inscrit dans cette aventure extraordinaire du Puy du Fou. Il y aura le avant et le après Charette. Parce que, au-delà de la reconnaissance de cet homme extraordinaire, une partie de mes ancêtres ont servi Charette, l'autre Catolino, avec cette double ambivalence, d'ailleurs, parce que c'est la même finalité, mais ce n'est pas du tout la même expression, notamment dans la vie quotidienne. Double ambivalence. Et donc, ce Charette, il va donner une incroyable source de, comment peut-on dire, d'espérance pour la jeunesse. Je vais lire une classe à Rennes, terminale. Je l'ai acheté par chaque élève. Ils ont été bouleversés par ce livre. Donc, c'est bien ce que je te disais à table, il faut écrire, il
faut aller à l'encontre du public, il faut escorter, il faut absolument, on n'accepte pas une civilisation qui meurt. Nos politiques nous emmènent à la mort. Tout ce qui est voté en ce moment, c'est mortifère. Tu es la vie, Charette est la vie. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit en permanence. Je suis l'avenir. Alors, l'avenir, elle se fait, entre autres, par le livre. Et je tiens à remercier quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour nous faire connaître. Hervé, lève-toi, s'il te plaît. Le directeur du Nouvel-Ouest, qui est un des seules revues à travailler pour que la vérité soit. C'est rarissime à l'heure actuelle. Il faut le saluer, parce que c'est grâce à eux si on peut se faire connaître. Alors, je vais parler simplement 20 minutes, parce qu'on sait ce que je fais ici, parce que j'ai été lu. Je vais simplement rappeler ce que moi j'ai inventé au sens premier du terme, c'est-à-dire trouver. Jusqu'en 1983, personne au sein de l'université française n'avait travaillé la question de ce qu'on appelait pudiquement la guerre de universitaire sur cette matière. Et donc, bien entendu, personne ne s'était posé la question de la nature de la répression emmenée par les armées révolutionnaires. Et bien entendu, si on ne s'était pas posé la question, on n'avait pas imaginé qu'il puisse y avoir une orchestration dont la finalité, retenez ça, c'est toujours ça qu'il faut retenir, et d'éliminer l'autre non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est. On a tué le Vendéen sous la Révolution comme on a tué le Juif en 1941-45, comme on a tué le Cambodgien, le Chinois, etc., parce qu'ils étaient. Donc c'est ça, la définition même du génocide. Ce qui est inouï à comprendre avec le recul, c'est comment essayer de reconstituer le puzzle de cette histoire illisible et invisible de la Vendée. Je n'ai pas préjugé sur cette question. J'ai balbutié. Je suis parti de mon village natal, la Chapelle-Basse-Mer, et j'essaie de comprendre comment ce pays avait été fracassé avec des chiffres, des bilans humains colossaux, puisque 800 habitants sur 3250 ont disparu du seul fait des colonnes infernales, et j'ai eu la chance de trouver la liste de l'habitat détruit, et je m'aperçois que c'est plus de 30% du nombre d'habitats détruits, et 51% de la valeur immobilière. Ce sont des chiffres inouïs. Alors, est-ce qu'on peut résumer ça à un simple fait de guerre civile, dans la mesure où on est venu agresser les gens chez eux, et on les a éliminés parce qu'ils étaient, et notamment, c'est le cas des Luxembourgeois, on a éliminé de préférence la femme et l'enfant. Pourquoi tue-t-on l'embryon? Pourquoi tue-t-on un enfant de quelques mois? Une femme, une mère de famille avec sa nichée, pour prendre ton expression que je trouve jolie. Pourquoi? Quel est leur crime? Le seul crime, c'est d'être. Alors, il n'y avait pas de méthode au sein de l'université. Il n'y avait pas de méthode parce que personne n'avait réfléchi sur cette question. Et une fois qu'on a créé la méthodologie, c'est le cas du livre que j'ai fait sur la Chapelle-Basse-Mer, on peut extrapoler la méthodologie sur l'ensemble de la Vendée militaire, qui ne concerne pas seulement la Vendée départementale, le Nord, mais un vaste territoire, la Loire-Atlantique, le Sud, le Sud-Ouest du Maine-et-Loire, le Nord-Ouest des Deux-Sèvres, et bien entendu, le Nord de la Vendée. Et qu'est-ce que je constate? Une chose tout simple, c'est-à-dire, ce qui s'est passé à la Chapelle-Basse-Mer, le bilan se retrouve dans ces 770 communes. Alors, est-ce que c'est le hasard d'un dérapage, comme l'école officielle veut le dire, ou c'est quelque chose de réellement orchestré? Et si c'est orchestré, qui l'a organisé? Qui l'a ordonnancé? Qui a initié la chose? Ce sont des questions de fond qu'il faut se poser en tant qu'universitaire. Puisque je me rends bien compte qu'il y a une arme tranchante, une arme mortifère, c'est l'armée française. L'armée française. Mais c'est inouï. C'est le chef des armées de l'Ouest qui, au nom de la loi, extermine. C'est un cas unique dans l'histoire
La deuxième chose que je constate, c'est que le général Turreau, général en chef des armées de l'Ouest, il exécute les lois, et il le dit lui-même, selon les lois, je vais faire ceci. Alors quelles sont ces lois? Ces lois, ce qui est incroyable, c'est qu'on les connaissait, notamment un grand historien amateur, Crétino Joly, mais on n'en avait tiré absolument aucune conclusion. Crime légal de l'histoire de l'humanité. Il n'y a eu aucun crime de cette nature qui a été voté par une assemblée nationale souveraine. C'est un cas unique. Le génocide des Juifs est un génocide politique, administratif. Mais ce n'est pas un crime lié à une délibération, à un vote. Et tous les crimes, que ce soit ceux commis en Chine, au Cambodge, derrière le rideau de fer, sont tous des crimes administratifs et politiques. La Vendée, c'est le cas unique. Alors qui est responsable de ça? Puisque spontanément, on pourrait imaginer que c'est la Chambre qui est souveraine et qui, en son sein, sous l'initiative de quelques-uns, notamment Barrère, a imposé cette volonté, ces ordres et cette réglementation. Le hasard a fait que je suis tombé sur ce que j'appelle des petits bouts de papier. Et là, je m'aperçois de deux choses. La première, c'est que contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire, la Convention n'est pas le gouvernement de la France, mais ce n'est qu'une chambre d'enregistrement des ordres donnés par le comité de salut public, qui est l'organe exécutif de la nation, organe indivisible. Eh bien, ça change tout. Ça change tout, parce que le crime de génocide ne commence pas. Vous savez, l'autre jour, j'ai lu un article qui m'avait vraiment énervé, d'un journaliste ami, qui a écrit ce qu'a fait ses chefs, c'est définitif. Non, j'espère que non. Parce que si c'est le cas, eh bien, je serai malheureux, parce que je pense que c'est encore plus complexe que ce que je crois. Moi, jusqu'à présent, j'ai toujours dit que le génocide va de l'arrivée de Turreau, le 21 janvier des colonnes infernales, au 13 mai 1994. En fait, non. Le génocide commence le jour où, au sein du comité de salut public, il y a 4 membres qui ont rédigé la loi qui va être votée le 1er août 1793. Et cet acte, c'est le fondement même du génocide. Donc le génocide commence le 26 juillet 1793. Ensuite, on passe à la législation. Il y a 3 lois. Qu'importe les lois, elles sont là, il faut les noter. La loi du 1er août, la loi du 1er octobre, et la loi auquel on ne fait pas du tout attention, c'est la loi du 7 novembre. Grosso modo, la loi du 1er août, c'est la loi qui prescrit 4 choses, et qui est déjà un crime de génocide. La division de la population en 2 lots, les femmes et les enfants que l'on arrache et que l'on déporte, et le reste que l'on massacre. Bleu et blanc confondus, le problème ne se pose même pas. Deuxièmement, l'anéantissement physique de l'habitat des sources économiques de la Vendée. Troisièmement, quelque chose auquel on n'a jamais pensé, l'épuration de l'armée. Parce que l'armée de 1793, c'est l'armée d'Ancien Régime. Et on n'a pas confiance dans cette armée. Et donc on va l'épurer. Et les héros de cette histoire sont justement ceux qui ont dit non. Je refuse de marcher et d'éliminer mon frère. Et parce que tu refuses, on va t'éliminer. Les véritables héros, ce n'est pas ceux qui sont gravés sur l'arc de triomphe, comme Turreau, qui sont des criminels contre l'humanité, c'est exactement l'inverse, ceux des anonymes qui ont refusé. La quatrième chose, l'échéance. 15 jours. C'est incroyable cette échéance. En 15 jours, on pense qu'il est possible, avec les moyens techniques dont on dispose à l'époque, d'éradiquer de ces 10 000 km², 815 000 habitants. Et bien entendu, c'est l'échec d'où la deuxième loi du 1er octobre.